parlons un peu de la gestion des forêts. Alors, les forêts, en gros, c'est un tiers des forêts, c'est des forêts de l'État, enfin de l'État, c'est des forêts publiques, pardon, communales, domaniales, voire départementales ou régionales, dans certains cas. Et les 2 autres tiers, c'est des forêts privées. Voilà. Donc la France, c'est quand même beaucoup de forêts privées. Alors ces forêts privées, en gros, il y a 10%, c'est des chiffres comme ça, un peu de tête, 10% qui sont des forêts, des grandes forêts, avec très peu de propriétaires, des surfaces très importantes, et tout le reste, c'est des petites forêts, des petites parcelles. Alors, l'aménagement des forêts domaniales et des forêts publiques, c'est un document qui est écrit sur 20 ans, et qui commence par une description de la forêt, de tout ce qu'il y a, de l'âge des peuplements, de l'état des sols, des versants, etc., qui détermine un parcellaire, qui sont des unités de gestion. Et l'idée, c'est de récolter ce qui correspond pendant 20 ans, puisque l'aménagement dure 20 ans, à l'accroissement annuel de la forêt. Sauf qu'on ne va pas le prendre sur chaque parcelle, sur chaque arbre, on va le prendre par le biais de coupes, donc des coupes de régénération, c'est quand même nécessaire, des coupes d'amélioration s'il y a des éclaircies pour que les bois les plus beaux puissent grossir plus vite. Les forêts, il y a 3 rôles, hein, un rôle de production, un rôle de maintien de la biodiversité, et puis un rôle d'accueil du public. L'Office national des forêts, qui gère toutes les forêts publiques, a été créé en 1966 par Edgar Pisani, qui était ministre de l'Agriculture. Alors la particularité, c'est que c'est les successeurs, bien sûr, des eaux et forêts, sauf qu'ils ne s'occupent plus des eaux. Les eaux et forêts s'occupaient des eaux pour diverses raisons. Parce que, tout d'abord, ils étaient intéressés par les productions piscicoles, hein, et puis parce que pour le flottage des bois, il fallait aménager les rivières. Par exemple, beaucoup de forges, par exemple, prenaient l'eau ou d'établissements qui utilisaient la force hydraulique, faisaient des barrages pour récupérer l'eau, puis après l'envoyer par les canaux vers une robe avec une dénivelée au moins de 8 mètres pour avoir une certaine force. Et donc sur ces barrages-là, dès qu'on faisait flotter les bois et les radeaux, évidemment, c'était pas, ils risquaient de piquer du nez et d'être coincés. Surtout qu'il y avait des gens dessus, quand même, les radeleurs qui les venaient. Donc il fallait faire des genres de planchers spéciaux à chaque passage pour que les bois puissent circuler et aller jusqu'au port où après ils étaient récupérés. Ça, et puis quand il y avait des gros rochers qui gênaient sur la rivière, eh bien, il fallait les enlever, les faire sauter pour que les bois puissent passer. Quand il y avait des ponts, il fallait protéger les piles des ponts avec des boisages pour que les bois puissent passer. Et donc c'est pour ça que les eaux et forêts étaient aussi les eaux et forêts. Puis le fait aussi qu'il y a un rapport direct entre l'eau et la forêt. Donc tout ça, voilà, c'était... Mais l'Office national des forêts, lui, ne s'occupera que des forêts. Sa particularité, c'est un établissement à caractère industriel et commercial, et il a un budget propre. Donc, son budget, c'est la vente des bois, des forêts domaniales et communales, et en partie, parce que les communes récupèrent quand même le montant de leur bois vendu, et le travail de service public, la fonction de service public, elle, est payée par le montant compensateur, qui au fil des années a tendu à diminuer, alors que la quantité et la valeur des bois qui sont vendus, elle a eu tendance à diminuer. Bon, actuellement, il y a une remontée du cours du bois, mais disons que c'est un budget qui a toujours été précaire, et bon, là, comme on dit maintenant, l'ajustement se fait par rapport au nombre de personnel de l'ONF, voilà, entre autres. Donc, l'idée, depuis que l'ONF a été créé, déjà, il y avait un syndicaliste qui avait écrit un bouquin intéressant là-dessus, qui disait que l'ONF était quand même voué
avoir de grosses difficultés financières, que c'était un système qui n'était pas tenable. Voilà. Et bon, c'est un petit peu le cas. À un moment même, on a demandé à l'ONF d'avoir des services privés, quoi, de privatiser, d'avoir des filiales pour engranger des fonds qui puissent servir à son fonctionnement. Alors actuellement, si on parle des personnels, hein, en 85, il y avait 15 000 personnels à l'ONF. Et en 2020, ils ne sont plus que 9 000. Voilà, donc il y a 43. Et alors, depuis 5 ans, depuis 8 ans maintenant, il n'y a plus de concours à l'ONF. Donc l'idée, c'est de défonctionnariser l'ONF et de passer à un établissement qui puisse devenir, en gros, un établissement privé. Donc ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que les fonctionnaires partent à la retraite, ils sont remplacés par des contractuels. Voilà. Donc 2020 à 2025, eh bien, le gouvernement a dans le PUB et prévoit la privatisation indirecte de l'établissement, notamment par une modification législative du code forestier et l'accès généralisé du personnel de droit privé. Jusque-là, seuls les fonctionnaires de droit public étaient assermentés, donc que les personnels de droit privé puissent l'être aussi. Sauf que quand même, un concours, c'était un système juste. Voilà. Tout le monde pouvait concourir et c'était quand même les meilleurs qui étaient choisis. Alors que là, c'est sur CV que les gens sont choisis. Voilà. Et donc ça pose quand même question. Voilà. Alors, la forêt privée, elle est gérée par les centres régionaux de la forêt privée. Ils sont, comment on pourrait dire, c'est plutôt soutenu par les structures de la forêt privée, un peu comme les chambres d'agriculture, avec des fonds publics. Voilà. Et alors leur boulot, c'est aussi de faire des plans de gestion, on appelle ça maintenant plan de gestion durable, évidemment, tout est durable. Voilà. Donc pourquoi leurs plans ne sont-ils pas durables? Et donc ces plans de gestion durable, ils sont obligatoires dès que les forêts ont plus de 15 hectares. Voilà. En dessous, il n'y a pas de plan de gestion. Et ce qu'ils essaient quand même de réaliser, c'est de créer des syndicats de propriétaires forestiers pour pouvoir gérer la forêt au niveau d'un massif, même si c'est des petites parcelles. Donc ça, c'est le rôle de la forêt privée, mais c'est quand même 2 tiers de la forêt française. Actuellement, alors, il y a un problème. Au niveau de la forêt, Macron a approuvé une formule qui était le renouvellement forestier. Il veut que 2 milliards, je ne sais plus combien de bois, soient plantés en France. Mais on peut dire qu'il y a 2 types de forêts quand même. Par exemple, dans les forêts privées du côté du Limousin et puis du Morvan, eh bien, des forêts feuillues naturelles, venues naturellement, sont détruites pour planter uniquement une essence de reboisement, à savoir du Douglas la plupart du temps. Et donc ça, c'est de la forêt totalement artificielle. Du point de vue de la biodiversité, c'est le contraire même de ce qu'est une forêt naturelle avec 5, 10, 15 essences différentes. Et donc, beaucoup de gens se battent contre cela. Et ça n'a quand même rien à voir avec les reboisements qui avaient été faits par le RTM. Le but étant, pour le RTM, de créer un premier boisement avec des essences pionnières. Les essences pionnières, c'est le bouleau, c'est les pins, voilà. Et de façon à ce qu'ensuite, la forêt naturelle réapparaisse. Bon. Et dans certains cas, effectivement, on voit, sous les forêts qui ont été plantées par le RTM, les feuillus, le hêtre qui reparaît, etc. Bon, c'est quand même intéressant. Rien à voir avec, bien sûr, l'artificialisation actuelle des forêts. Alors pourquoi cette artificialisation? Les exploitants forestiers et les scieurs, bien sûr, pour eux, ils trouvent que c'est bien mieux quand il n'y a qu'une seule essence, celle qu'ils préfèrent en plus,
que ce verdier, comme ils disent, qui est la forêt naturelle. Donc voilà, on n'est pas d'accord avec. Et puis il y a encore un autre petit problème, c'est que moi, quand j'ai commencé à venir mon service, il y avait des arbres très très vieux. On exploitait des arbres des fois qui avaient plus de 150 ans, voire 200 ans. Des sapins dans la forêt des Fanges qui faisaient 1,60 m de diamètre. Voilà. Bon. Mais donc on exploitait quand même la production annuelle multipliée par le nombre d'années de la forêt, mais on exploitait des vieux arbres. Alors que maintenant, les gens veulent des diamètres d'exploitabilité. Les diamètres d'exploitabilité, c'est le diamètre à partir duquel on considère qu'un arbre est assez vieux pour l'exploiter. Il est redescendu à 45 cm. Ouais. Et les exploitants forestiers, les scieurs, disent eh ben, nous on veut ça parce que ils se sont équipés en scie moderne, mais avec du matériel qui souvent a été mis en œuvre et inventé pour les scieries qui se trouvent en Norvège, en Suède et dans ces pays-là, où ils ont très peu de bois, de gros bois, de vieilles forêts. Peut-être ils en ont, mais moi qui j'étais à une époque en Suède, jamais vu. C'est vraiment voilà, de la forêt très très rajeunie. Et donc ce rajeunissement de la forêt, il n'est pas propice à la biodiversité. Parce que même en exploitant les forêts, pour avoir de la biodiversité, il faut avoir des arbres vieux, il faut garder des vieux arbres. Ça c'est la première chose. Et puis, dans la sylviculture telle que on la voudrait maintenant, c'est une sylviculture qui permet que les surfaces, le sol soit toujours couvert par la forêt. Et donc ça appelle à la mise en place de ce qu'on appelle la futée irrégulière. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des parcelles avec des bois du même âge, en amélioration ou en régénération, on va avoir tous les types d'âge de bois sur la même parcelle. Et donc on coupera les plus vieux, on gardera, on fera un intro pour la régénération, etc. Ce qui fait qu'on a toujours un sol qui est couvert, parce que quand on fait une coupe rase, ce que souvent les gens n'imaginent pas, c'est qu'il y a autant de carbone accumulé sous forme de mus et autres dans le sol que la partie en carbone que représentent les arbres. Et donc faire des méthodes très radicales d'exploitation, c'est-à-dire comme on fait dans les Landes, on travaille le sol, on fait des coupes rases, on travaille le sol, on plante, donc souvent c'est des arbres qui ont tous le même patrimoine génétique, et puis au bout d'un certain temps on coupe tout, et on fait des travaux du sol, on met de l'engrais, on reboite. Voilà. Et chaque fois, tout le carbone accumulé dans le sol voilà, part dans l'atmosphère. C'est voilà. D'accord. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, on repart sur l'idée du renouvellement forestier. Donc, pour le renouvellement forestier, il y a eu des discussions, il y a des comités. Alors, il y a la commission régionale forêt-bois. Bon, j'y participe pour le conservatoire. Il y a aussi d'autres participants syndicaux et puis associatifs. Mais enfin, on est quand même une minorité face à une trentaine ou une quarantaine de représentants de l'industrie du bois. Voilà. Et donc, parmi les volontés donc, de ce renouvellement forestier, c'était de partir des forêts qui sont considérées comme pauvres, donc les accrus forestiers, qui peuvent devenir des forêts, mais pour eux, c'est trop long. Donc les accrus forestiers, les forêts qui ont entre 20 ou 40% de bois morts ou dépérissant à cause du changement climatique, ces forêts, c'est simple, on coupe et on plante. Voilà. Alors bon, avec toutes les trucs de dire, on va planter plusieurs essences, parce que c'est plus écologique, évidemment. Mais bon, nous on est totalement contre ça, parce qu'on pense qu'une forêt où même il y a 20% de bois dépérissant, eh bien, on peut y faire des travaux d'amélioration, et puis s'il y a des dépérissements, ils vont dépérir, ils vont disparaître, mais il va pouvoir pousser autre chose à la place.
La place, elle ne reste jamais vide, la forêt. C'est quand même ça de le savoir. Et puis, même les friches et les zones comme ça, abandonnées, elles se reboisent au bout de 7 ans. Voilà. Quand même, il faut savoir que, par exemple, moi j'avais comme gestion à un moment les forêts autour de Nîmes. Il y a 1000 hectares de forêts autour de Nîmes, c'est des garrigues boisées. Mais c'était avant, c'est des forêts communales, il y a plus de 1000 hectares, c'était avant des forêts de chênes verts. Ces forêts de chênes verts, elles ont été transformées en taillis, puis surexploitées pour avoir, tous les 15 ans, pour avoir du bois pour les boulangers, pour la boulangerie. Et oui. Et cette forêt, quand on la voit maintenant, alors elle est en voie de reconstitution, si elle ne prend pas feu, ça va pouvoir se poursuivre, mais une forêt de garrigue basse, il faut 50, 60 ans pour qu'elle redevienne une forêt. Voilà, tout ça pour dire que quand on dit une forêt dépérissante, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Parce que, comme je vous l'ai dit, 17% de la forêt restait à la fin de l'Ancien Régime. En 1840, c'était la période où la forêt avait le plus disparu. Donc toutes les autres forêts sont des forêts en partie qui ont été reconstituées, plus ou moins bien, avec les essences plus ou moins appropriées. Bon. Donc, effectivement, il ne faut pas s'étonner que des forêts plus ou moins quand même artificielles au départ, même si maintenant elles sont belles, il y ait des problèmes par rapport au changement climatique. Ça n'a rien d'extraordinaire. Mais bon, on met ça aussi en exergue, le changement climatique et le dépérissement des forêts, pour induire cette soi-disant nécessité de couper, de transformer et de reboiser, de replanter. Voilà. Alors, bon, tous les organismes associatifs, FE2, la LPO, WWF, le CEN Occitanie et d'autres, on s'est abattu, on se bat contre cette proposition. Et puis, personnellement, j'en ai fait une autre, celle d'utiliser les fameux arbres là de Macron pour reconstituer les haies, reboiser les peuplements qui avaient été plantés par le FFN, qui sont des reboisements qui ne sont pas toujours en excellent état, donc les améliorer grâce à ça, plutôt que d'aller détruire des forêts qui n'ont pas besoin d'être détruites pour être replantées. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Donc, voilà, moi je pensais ça que c'était quand même important, la reconstitution des haies, et puis aussi le boisement de zones d'extraction de matériaux qui ont été abandonnées, des zones périurbaines aussi, voilà. Et puis dans les villes aussi, on peut planter pas mal d'arbres, c'est pas interdit. Voilà. Notamment pour rafraîchir l'ambiance urbaine. Oui, exactement. Et alors, qu'on a dit aussi, on l'a mis quand même un peu en avant, c'est que, oui, en Languedoc-Roussillon, ça serait, je crois, 1 800 000 arbres qu'il faudrait planter, soit, je crois, 390 hectares par an. Voilà. C'est-à-dire que ce plan Macron, en fait, c'est surtout au service des pépiniéristes et puis des entreprises pour... c'est un alibi pour couper du bois, plus de bois, en faisant croire qu'on va reboiser et que ça va être de la meilleure forêt, alors qu'on va dégrader l'état de la forêt en réalité par des peuplements artificiels. On va transformer des peuplements presque naturels, puisque en peuplement complètement artificiel, donc beaucoup plus sensible aux effets du changement climatique, parce que on s'aperçoit quand même aujourd'hui que les plantations artificielles ont un taux de reprise beaucoup plus faible qu'il y a 30 ou 40 ans, par exemple. Donc, c'est presque de l'argent gaspillé, quoi. Oui. Donc, oui, alors, nous, on a souligné l'impréparation aussi, parce que fixer de tels objectifs comme ça, bon, ça intéresse bien sûr les pépiniéristes, mais il faut récolter les graines. Les graines, il faut les préparer. Et donc, on a eu l'occasion de visiter la sécherie de la Joux.
qui fournit quand même, qui est ONF, qui fournit plus de 60% des graines des peuplements classés. Peuplements classés, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les graines n'importe où, et bon, on a des peuplements dont on est sûr de l'origine au moins génétique, etc. C'est pas forcément des hybrides. Et donc la sécherie de la joue, ben, elle est en difficulté, elle est en perdition, elle manque de matériel, elle manque de place, etc. Voilà, donc ça, c'est les préparations. Voilà, par contre, il faut faire, mais sans rien. Voilà, c'est avec et sans. Voilà, alors les problèmes actuels et les luttes, bien sûr, on est aussi à LFI, donc c'est important de le dire. Alors, oui, il y a quelques exemples de destruction de la forêt et de ses conséquences. Dans les Pyrénées, donc actuellement, il y a le projet E-Eco. C'est le prétexte, c'est la décarbonation, oui c'est ça on dit comme ça, à base de biomasse, voilà, pour faire du biokérosène pour les avions, pour la société, c'est la société Élise Énergie qui lance ça. Et puis il y a une autre biochar aussi dans le même site, c'est l'ancien site de Lac, que vous avez dû entendre parler certainement. Donc là, le coût de tout ça, c'est 8 millions pour démarrer, au total 2 milliards d'argent, quand même, oui, pour simplement 1% du kérosène des avions, parce que voilà. Et biochar, lui, par contre, c'est pour des engrais, c'est de pyrolyser 135 000 tonnes de bois par an pour en extraire 20 000 tonnes de biocharbon, de bois, pour les sols. Voilà. Alors, ça représente au total 435 000 tonnes d'arbres par an. Imaginable. Donc, il y a une association de lutte, Forêt Vivante, Touche pas à ma forêt, collectif d'associations locales du Béarn et du Pays Basque, qui vont manifester le 3 février. Mais au mois de juin, il y aura une grande manifestation, donc à Pau, contre ce projet totalement dément. Et qui, en plus, là, je ne l'ai pas écouté, mais qui est aussi lié avec l'idée de balancer le gaz carbonique dans le sous-sol pour s'en débarrasser. Mais attention, dans les anciennes poches où il y avait du pétrole et du gaz. Sauf qu'ils se sont quand même aperçus qu'il y avait un problème, c'est qu'il y a 8% de pertes par an de gaz. Mais il y a des fuites. Voilà. Ah. Bon, voilà, donc une lutte en cours qui est importante, parce que 435 000 tonnes d'arbres, c'est pas rien. Alors ils pensent aller les chercher 200 km autour de Lac, quand même. C'est beaucoup de camions, beaucoup de transports, beaucoup de pollution. C'est pas la peine pour faire 1% de kérosène bio, soi-disant bio d'ailleurs, d'en déconsommer peut-être 2 fois plus par le biais de l'utilisation des camions. Voilà, il y a des choses totalement absurdes. Ensuite, Gardanne. Alors à Gardanne, je ne sais pas trop où ça en est, parce que la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé la décision du Conseil d'État et demande la production d'une étude complémentaire sur l'impact sur l'environnement par rapport justement au fait que Gardanne, c'était au début un projet de production d'électricité à base de biomasse, c'est-à-dire 15 mégawatts, fonctionnement 4000 heures par an. Voilà. Et ça produisait 6% de l'électricité de PACA. Mais c'était 850 000 tonnes de biomasse, donc 80% de bois, recherché 150 km autour de Gardanne. Et puis, quand ils ont vu qu'il y avait une grosse levée de boucliers, ils avaient lancé une autre idée, c'était de faire venir ce bois du Brésil. C'est vachement économique. Quand on sait que le rendement exact de la production d'électricité, il est de, je crois, 12 ou 13%. Mais oui, alors en plus, quand même, ce qui est intéressant à Gardanne, c'est que c'est une filiale de l'entreprise EPA du Tchèque Daniel Kretinsky.
Voilà, dont on parlait, je suppose. C'est un oligarque C'est ça, un oligarque. Qui a fait sa fortune sur le charbon au départ. C'est ça, voilà. Et qui s'est développé dans le domaine de la presse aussi. Il rachète beaucoup de journaux. Très écologiste. C'est une écolo. Voilà. Alors après, il y a un projet dont on n'a jamais entendu parler. Moi, j'ai l'ai su comme ça. Dans les Carpates, en Ukraine, le projet d'une station de ski pharaonique qui va détruire le massif forestier. C'est une forêt très ancienne. Alors là, pour le coup, alors je ne sais pas si je le prononce correctement, c'est Svidovest. Svidovest. S-V-Y-D-O-V-E-S-T-S. Bon, pression sur la source d'énergie bois qui peut remplacer les énergies fossiles. Détruit rapidement, voilà, il y a fait forêt en Ukraine aussi actuellement, du fait de la guerre. Ah, et j'avais aussi des informations sur la forêt amazonienne. Alors, c'est considéré comme le poumon de la Terre, 70% de la biodiversité mondiale. Et c'est 5,5 millions de kilomètres carrés quand même. Là, actuellement, on en est à la destruction de 20% de la forêt équatoriale d'Amérique du Sud. Et donc, ça sera 40% en 2050, dans le cas optimiste. Sinon, 55% à l'horizon 2035. Mais ce qui se passe aussi dans la forêt amazonienne, c'est 170 000 km de routes illégales pour récupérer les bois de valeur au cœur du massif amazonien, avec bouleversement, bien sûr, du cycle de l'eau, etc. Et le projet de créer 142 barrages sur les 160 qui sont déjà prévus. Voilà. Et il en existe déjà. Voilà. Enfin voilà, tout ça, pourquoi? Pour produire de la viande et des produits laitiers sur des terrains défrichés et abandonnés. Voilà. Et dès que ces terrains ne sont plus cultivables, parce que totalement appauvris, par la culture intensive d'OGM, voilà, qui sont tolérants aux herbicides et aux autres phytocides utilisés massivement. Voilà. Donc, dans un premier temps, c'est la culture du soja OGM avec des herbicides. Et dans un deuxième temps, quand on ne peut plus cultiver, que le sol est trop pauvre, eh bien, on met des vaches. Oui, alors l'huile de palme. 15% de la déforestation en Indonésie et en Malaisie. 27 millions d'hectares de plantations, 66 millions de production de tonnes d'huile de palme dans nos véhicules et nos assiettes. L'Indonésie est le troisième producteur de charbon dans des mines à ciel ouvert. Donc c'est aussi en Indonésie, en Malaisie. Surface qui s'ajoute aux plantations de palmiers d'huile de palme et à l'exploitation de bois tropicaux. La forêt représente 88 millions d'hectares en 2005. Et elle a perdu actuellement, elle n'est plus qu'à 753 000 hectares de... Ah non, pardon, c'est la disparition annuelle, 753 000 hectares par an. Par an. Ouais. Et avec la disparition, bien sûr, de l'orang-outan. Oui. C'est ça, oui. Quant aux forêts d'Afrique aussi, les pertes sont importantes. 4 millions d'hectares de forêts tropicales, soit 30% de la forêt du Gabon et du Congo, ont été perdus depuis 1985. Mais avec aussi d'autres conséquences. C'est la libération de 4 millions de tonnes, milliards de tonnes de CO2, et aussi la délocalisation et perte de leur habitat des populations, notamment les pygmées du Gabon et les Batois de RDC. Alors en cause, l'exploitation illégale bien sûr du bois, l'acquisition de grandes surfaces de culture industrielle, pour le riz notamment, la création de routes et de pistes d'accès à la ressource forestière, et puis les exploitations minières bien sûr,
leur accès et leur pollution. Voilà, alors le prétexte du changement soi-disant écologique, malheureusement, ne vise qu'à perpétuer l'injustice des rapports post-coloniaux et le gaspillage du système capitaliste, c'est-à-dire le pillage des ressources et l'externalisation des dommages. Parce que ce qui est toujours une réalité, c'est qu'on est toujours dans un monde colonial, post-colonial. Le système capitaliste, pour lui, c'est la croissance infinie, il n'y a pas de limite, tant qu'on peut puiser dans les ressources naturelles. La limite, c'est la disparition des ressources, tout simplement. Et puis, c'est l'externalisation des dégâts. Voilà. Parce que maintenant, on va protéger nos forêts. Voilà. Bien sûr, c'est bien, mais on peut se douter que le système va externaliser ce que nous, on ne peut pas faire chez les autres. Voilà. Voilà. Donc, externalisation des dégâts, on les connaît, hein, les pires pour l'environnement, le bois, les mines d'uranium, les terres rares, les métaux rares, les déchets informatiques et chimiques. C'est toujours dans les pays dits en voie de développement. Voilà. Et puis, encore un autre méfait, c'est l'achat par des grosses entreprises industrielles de forêts. Ça leur permet de disposer de, comment on appelle ça, de bons carbone, et donc de pouvoir les revendre aux autres. Alors non seulement ils polluent, parce que c'est pas parce qu'ils achètent la forêt que c'est eux qui produisent l'oxygène et qui absorbent le gaz carbonique, c'est la forêt qui le fait. Il ne faut pas tout confondre. Voilà. Et donc c'est un bon prétexte encore pour polluer un peu plus et s'enrichir. Donc voilà, il faut être contre le système capitaliste à 100%, parce que on voit bien que non seulement ça ne fonctionne pas, ça pollue, ça va nous bouffer notre oxygène, mais en plus, toutes les réserves naturelles vont y passer. Et la voiture électrique et tout ce qui est l'informatique, l'intelligence artificielle et tout, c'est le départ à fond de cale vers le mur. Voilà.